Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors, je reprends la lecture de Frankenstein. En fait, j'enchaîne avec une lecture que je viens de faire. Je me suis changée parce que ça me faisait mal au cou. Et je n'arrêtais pas de bailler, donc j'espère que ça se passera mieux. Voilà pour cette lecture. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Chapitre 20. Je fus bientôt amené devant un magistrat. Son visage exprimait la bonté, ses manières le calme et la douceur. Il me regarda, cependant, avec quelque sévérité, se tourna ensuite vers mes conducteurs et demanda quelles étaient les personnes qui paraissaient comme témoins dans cette affaire. Une demi-douzaine d'hommes environ s'avancèrent et l'un d'eux, choisi par le magistrat, déposa que, la nuit précédente, étant allé à la pêche avec son fils et son beau-frère, Daniel Nugent, il fut surpris vers 10 heures par un grand vent du nord qui s'éleva et les força de gagner le rivage. La nuit étant très sombre parce que la lune n'était pas encore levée, ils n'abordèrent pas dans le port mais, selon leur habitude, dans une baie à environ 2 milles au-dessous. Il marchait le premier, portant une partie des filets et suivi à quelque distance de ses compagnons. En s'avançant le long du rivage, il heurta de son pied contre un obstacle et mesura la terre. Ses compagnons vinrent à son secours et, à la lueur de leurs lanternes, ils virent qu'il était tombé sur le corps d'un homme qui paraissait mort. Ils supposèrent d'abord que c'était le cadavre de quelque personne qui avait été noyée et jetée par les vagues sur le rivage, mais, en l'examinant, ils reconnurent que les habits n'étaient pas mouillés et même que le corps n'était pas encore froid. Ils le portèrent dans la chaumière d'une vieille femme voisine du lieu où il se trouvait et essayèrent inutilement de le rendre à la vie. Le mort paraissait être un beau jeune homme d'environ 25 ans. Selon toute apparence, il avait été étranglé, car son corps ne présentait d'autres signes de violence que des marques noires de doigts sur le cou. La première partie de cette déposition ne m'intéressa nullement, mais lorsqu'il parla de la marque noire des doigts, je me souvins du meurtre de mon frère et j'éprouvai une agitation extrême. Mes membres tremblèrent, un nuage obscurcit mes yeux et je fus obligé de m'appuyer sur une chaise pour me soutenir. Le magistrat m'observait d'un œil scrutateur et tira de suite un augure défavorable de mon maintien. Le fils confirma la déposition de son père, mais Daniel Nugent, appelé à son tour, affirma positivement qu'un moment avant la chute de son compagnon, il avait vu un bateau monté par un seul homme à peu de distance du rivage. Et autant qu'il pouvait en juger à la lueur de quelques étoiles, c'était le bateau dont je venais de débarquer. Une femme déposa qu'elle demeurait près du rivage et se tenait à la porte de sa chaumière, à peu près 1 heure avant d'apprendre la découverte du corps, et attendait le retour des pêcheurs lorsqu'elle vit un bateau, conduit par un seul homme, s'éloigner de cette partie du rivage où le cadavre avait ensuite été trouvé. Une autre femme confirma le récit des pêcheurs qui avaient porté le corps dans sa maison. Il n'était pas encore froid. Ils le mirent dans un lit et le frottèrent, mais, pendant que Daniel allait jusqu'à la ville chercher un médecin, le corps devint sans chaleur et sans vie. Plusieurs autres hommes furent interrogés sur mon débarquement et ils convinrent que, avec le grand vent du nord qui s'était élevé pendant la nuit, il était très probable que j'avais été ballottée pendant plusieurs heures et obligée de retourner à peu près au même lieu d'où j'étais partie. Ils firent en outre observer que je devais avoir apporté le corps d'un autre endroit et il était vraisemblable, puisque je paraissais ne pas connaître la côte, que j'aurais débarqué dans le port sans savoir quelle était la distance de la ville au lieu où j'avais laissé le cadavre. M. Kirwin, après avoir entendu cette déposition,
voulut que je fusse conduit dans la pièce où le corps avait été placé jusqu'à ce qu'il fût enterré. Il le désirait dans l'intention d'observer l'effet que sa vue produirait sur moi. Et il n'avait probablement eu ce désir qu'en remarquant l'extrême agitation que j'avais laissé paraître lorsqu'on avait décrit le genre du meurtre. Je fus donc conduit à l'auberge par le magistrat et plusieurs autres officiers. Je ne pus m'empêcher d'être frappé des coïncidences étranges qui avaient eu lieu pendant cette nuit remplie d'événements, mais certain d'avoir causé avec plusieurs personnes dans l'île que j'avais habitée à peu près au moment où l'on avait trouvé le corps, je fus parfaitement tranquille sur les conséquences de l'affaire. J'entrai dans la chambre où le cadavre reposait, et je lui fus confronté. Comment décrire ce que j'éprouvais à cet aspect? Je me sens encore saisie d'horreur, et je ne puis penser à ce moment terrible sans trembler et sans tomber dans un désespoir qui me rappelle faiblement l'angoisse dont je fus saisie en le reconnaissant. Le jugement, la présence du magistrat et des témoins sortirent comme un songe de mon esprit lorsque je vis devant moi le corps inanimé et étendu de Henri Clerval. Respirant à peine, je me jetai sur le cadavre en m'écriant « Mon cher Henri, mes funestes machinations t'ont-elles aussi privé de la vie? J'ai déjà immolé 2 victimes, d'autres attendent leur destinée, mais toi, Clerval, mon ami, mon bienfaiteur. Les forces humaines ne peuvent supporter longtemps les souffrances cruelles auxquelles je fus en proie. On m'emporta de la pièce dans de fortes convulsions. Une fièvre succéda à cet état terrible. Je fus 2 mois au bord du tombeau. Mon délire, comme on me l'apprit ensuite, était effrayant. Je m'appelais le meurtrier de Guillaume, de Justine et de Clerval. Tantôt je priais ceux qui me gardaient de m'aider à détruire le démon, cause de mon supplice. Tantôt je sentais les doigts du monstre qui saisissait déjà mon cou, et je poussais des cris de douleur et d'effroi. Heureusement, je n'étais compris que de M. Kirwin, qui seul entendait la langue de mon pays, dans laquelle je m'exprimais. Mais mes gestes et mes cris affreux suffisaient pour effrayer les autres témoins. Pourquoi n'ai-je pas succombé? Plus malheureux que n'a jamais été aucun homme, pourquoi n'ai-je pas été enseveli dans l'oubli et le repos? La mort enlève une foule de jeunes enfants, unique espoir de leurs tendres parents, des épouses nouvelles, de jeunes amants ont été un jour brillants de la santé et de l'espérance, et le lendemain renfermés dans la tombe où ils sont devenus la pâture des vers. De quelle matière étais-je formé pour résister ainsi à tant de chocs qui, semblables à l'action de la roue, renouvelaient continuellement mon supplice? Hélas, j'étais condamné à vivre et, 2 mois plus tard, je me trouvais, comme si je m'éveillais d'un songe, dans une prison, étendue sur un grappin, entouré de geôliers, de guichetiers, de verrous et du triste appareil d'un donjon. Ce fut un matin, je me souviens, que je m'éveillais ainsi dans mon bon sens. J'avais oublié les détails de ce qui était arrivé, je n'avais d'autre impression que celle d'un grand malheur qui aurait tout à coup pesé sur moi. Mais, en regardant autour de moi, en apercevant les fenêtres grillées et la malpropreté de la chambre dans laquelle j'étais, je me rappelais toutes les circonstances qui avaient précédé ma captivité et je poussai un soupir douloureux. Ce bruit réveilla une vieille femme qui dormait dans une chaise à côté de moi. Cette vieille, qui était louée pour me servir de garde, était femme de l'un des guichetiers, portait sur sa figure l'expression de toutes les mauvaises qualités qui caractérisent souvent cette classe. Ses traits étaient grossiers et durs comme ceux des personnes habituées à voir le malheur avec indifférence. Son ton décelait toute son insensibilité. Elle s'adressa à moi en anglais, et je fus frappé du son de sa voix que j'avais entendu pendant mes souffrances. « Êtes-vous mieux maintenant, monsieur ?» demanda-t-elle. Je répondis dans la même langue et d'une voix faible. « Je crois que oui, mais s'il est vrai que je ne rêve pas, je suis fâchée de vivre encore pour sentir le malheur de mon horrible situation. »
Quant à cela, répliqua la vieille femme, si vous voulez parler du gentleman que vous avez assassiné, je crois qu'il vaudrait mieux pour vous être mort, car je pense que cela ira mal. Vous ne pourrez pas manquer d'être pendu aux prochaines assises. Cependant, ce n'est pas là mon affaire. Je suis envoyé pour vous soigner et vous rendre à la santé. Je fais mon devoir en bonne conscience et tout le monde ferait bien d'agir de même. Je me détournai avec dégoût d'une femme qui pouvait tenir un langage aussi inhumain à une personne qui venait d'être arrachée à la mort. Je me sentais encore languissant et incapable de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Ma vie entière me paraissait un songe. Je doutais quelquefois de la vérité, car elle ne se présentait jamais à mon esprit avec sa force réelle. Les idées qui passaient dans mon esprit devinrent enfin plus distinctes. Je retombai dans mes accès de fièvre et fus entourée comme d'un nuage. Je n'avais aucun ami dont la douce voix me consolât, aucun bras sur lequel je pusse me soutenir. Le médecin vint et ordonna des remèdes que la vieille femme prépara, mais l'un témoignait une profonde insouciance et l'autre n'avait sur le visage que l'expression de la brutalité. Quel autre que le bourreau, jaloux de gagner son droit, pouvait s'intéresser au sort d'un assassin? Telles étaient mes réflexions. Mais j'appris bientôt que M. Kerwin m'avait témoigné beaucoup de bonté. Il avait donné ordre de me placer dans la meilleure chambre de la prison, car c'était la meilleure, toute mauvaise qu'elle fût. Et c'était lui qui m'avait donné un médecin et une garde. À la vérité, il venait rarement me voir, car malgré son vif désir de soulager les souffrances de toute créature humaine, il ne voulait pas être présent au désespoir et au délire affreux d'un assassin. Il venait seulement pour examiner si je n'étais pas négligée, mais ses visites étaient courtes et rares. Cependant, je me rétablissais insensiblement. Un jour, j'étais assis dans un fauteuil, les yeux à moitié ouverts et les joues livides comme la mort. Abattu par le chagrin et le malheur, je me répétais qu'il vaudrait mieux mourir que rester misérablement renfermé dans un monde empli de méchanceté. Je me demandais aussi si je ne me déclarerais pas coupable pour subir la peine de la loi, moins innocent que la pauvre Justine ne l'avait été. Telles étaient mes pensées lorsque je vis la porte de ma chambre s'ouvrir et M. Kerwin entrer. Son visage exprimait l'intérêt et la compassion. Il approcha une chaise de la mienne et me dit en français « Je crains que cette pièce ne vous paraisse pas agréable. Puis-je faire quelque chose de mieux pour vous ? Je vous remercie, tout ce que vous pourriez faire n'est rien pour moi. Il n'est rien sur la terre qui puisse me consoler. Je sais que l'intérêt d'un étranger ne peut être que d'une faible consolation pour une personne accablée comme vous par un malheur si grand. Mais vous quitterez bientôt, j'espère, ce triste séjour, car je ne doute pas que l'évidence ne vous disculpe facilement du crime qui vous est imputé. C'est ce qui m'intéresse le moins. Par une suite d'événements étranges, je suis devenu le plus malheureux des mortels. Persécuté et souffrant comme je suis, et comme je l'ai été, la mort peut-elle me paraître un mal? Certes, rien n'est plus propre à plonger dans le malheur et le désespoir que les circonstances étranges dont vous venez d'être victime. Jeté par un hasard extraordinaire sur ce rivage renommé pour son hospitalité, vous avez été sur le champ arrêté et accusé d'un meurtre. Le premier objet qui se voit présenté à vos yeux, c'est le corps de votre ami, si singulièrement assassiné et placé par quelques démons sous vos pas. Pendant que M. Kerwin parlait ainsi, malgré l'agitation que j'éprouvais, et en me retraçant mes souffrances, je ne pus m'empêcher d'être fort surpris de ce qu'il paraissait savoir sur mon compte. Je pensais que je laissais voir mon étonnement sur ma figure, car M. Kerwin se hâta de dire « Ce ne fut qu'1 ou 2 jours après que vous fûtes tombé malade que je pensais à fouiller vos habits pour chercher un moyen d'envoyer à vos parents la nouvelle de votre malheur et de votre maladie. Je trouvai plusieurs lettres et, entre autres, une que je reconnus dès le commencement pour être de votre père. J'écrivis aussitôt à Genève. Près de 2 mois se sont écoulés depuis le départ de ma lettre. Mais vous êtes malade.
Vous tremblez et ne pouvez supporter aucune espèce d'agitation. Cette attente est 1000 fois plus cruelle que les événements les plus horribles. Dites-moi quel meurtre a été commis, et sur la mort de qui je dois gémir. Votre famille se porte très bien, dit M. Kerwin avec douceur. Et quelqu'un, un ami, est venu pour vous voir. Je fus amenée sur le champ par je ne sais quelle chaîne d'idées à penser que l'assassin était venu pour insulter à mon malheur, me railler sur la mort de Clerval et m'engager de nouveau à consentir à ses désirs infernaux. Je mis les mains devant mes yeux en m'écriant, avec désespoir, « Ah, repoussez-le, je ne puis le voir. Pour l'amour de Dieu, ne le laissez pas entrer. » M. Kerwin, dont le visage était troublé, fixa les yeux sur moi. Il ne put s'empêcher de regarder mon exclamation comme une présomption de mon crime et me dit d'un ton sévère, « J'aurais pensé, jeune homme, que la présence de votre père eût été un bonheur pour vous au lieu de vous inspirer une répugnance aussi violente. »« Mon père !» m'écriai-je, et dans chaque trait, chaque muscle, l'expression du plaisir succéda à celle du désespoir. « Mon père est-il réellement venu ? Que vous êtes bon ! Ah, que vous êtes bon ! Mais où est-il ? Pourquoi ne souhaite-t-il pas de venir ?» Mon changement d'expression surprit et satisfit le magistrat. Peut-être pensa-t-il que ma première exclamation était un retour momentané de délire. Il reprit aussitôt son air de bonté, se leva et sortit avec ma garde. Mon père entra un instant après. Rien, dans ce moment, ne pouvait me faire plus de plaisir que l'arrivée de mon père. Je lui tendis la main en m'écriant « Vous vivez donc, et Elisabeth, et Ernest ?» Mon père me calma, m'assurant qu'ils étaient en bonne santé, et s'efforça, en s'arrêtant sur ces sujets si intéressants pour mon cœur, de relever mon courage. Mais il sentit bientôt qu'une prison ne pouvait être le séjour de la gaieté. « Quel est ce lieu que vous habitez, mon fils ?» dit-il en regardant avec douleur les fenêtres grillées et la chambre dont l'aspect était misérable. « Vous avez voyagé pour chercher le bonheur, mais il semble que la fatalité vous poursuive. Le pauvre Clerval !» En entendant prononcer le nom de mon malheureux ami qui avait été assassiné, je ressentis une agitation trop grande pour que je pusse la supporter dans l'état de faiblesse où j'étais. Je versai des pleurs. « Hélas oui, mon père, répondis-je, la destinée la plus horrible est suspendue sur ma tête et me condamne à vivre pour la remplir, puisque je ne suis pas mort sur le corps inanimé de Henri. » On ne nous permit pas de nous entretenir longtemps, car l'état précaire de ma santé rendait nécessaires les précautions qui pouvaient affermir ma tranquillité. M. Kerwin entra et insista pour qu'on n'épuisât pas ma force par un trop grand effort. Mais l'arrivée de mon père était pour moi comme celle de mon bon ange, et ma santé se rétablit insensiblement. Délivrée peu à peu de la maladie, j'étais absorbée par une mélancolie sombre et noire que rien ne pouvait dissiper. L'affreuse image de Clerval assassiné était toujours devant mes yeux. Plus d'une fois, l'agitation dans laquelle ces réflexions me jetaient fit craindre à mes amis une rechute dangereuse. Hélas, pourquoi ont-ils sauvé une vie si misérable et si détestée? Sans doute pour que j'accomplisse ma destinée, dont la fin approche à présent. Bientôt, bientôt la mort étouffera ses gémissements et me délivrera du poids affreux de mes souffrances qui m'entraînent dans la tombe. Je subirai la sentence de la justice et je jouirai en même temps du repos. Je ne pensais pas alors que la mort fût proche, mais j'en conservais toujours le désir et je restais souvent assis plusieurs heures immobile et silencieux, faisant le vœu qu'un fort tremblement de terre m'ensevelît sous ses ruines avec mon destructeur. L'époque des assises approchait. J'étais déjà en prison depuis 3 mois et, quoique je fusse encore faible et continuellement exposée à une rechute, je fus obligée de faire près de 100 milles pour aller à la ville du comté où la cour se tenait. M. Kerwin voulut bien ne négliger aucun soin pour recueillir des témoins et préparer ma défense.
L'affaire n'étant pas portée devant la cour qui décide de la vie et de la mort, on m'épargna la honte de paraître en public comme un criminel. Le grand jury rejeta le bill aussitôt qu'il eut la preuve que j'étais dans les îles Orcades à l'heure où l'on trouva le corps de mon ami. 15 jours après mon arrivée, je sortis de prison. Mon père fut ravi que je n'eusse plus à porter la honte d'une charge criminelle, que je fusse libre de respirer encore un air pur et de retourner dans mon pays natal. Je ne partageais pas ses sentiments, car les murs d'un donjon ou d'un palais m'étaient également odieux. La coupe de la vie était empoisonnée pour toujours. Le soleil brillait, il est vrai, pour moi comme pour celui dont le cœur est heureux et content, mais je ne voyais autour de moi qu'une obscurité épaisse et effrayante, obscurité qu'aucune lumière ne pouvait percer, si ce n'est celle de 2 yeux qui brillaient sur moi. Tantôt c'étaient les yeux expressifs de Henri, dans lesquels se peignait la langueur de la mort, et dont les noires prunelles étaient presque entièrement recouvertes par les paupières et de longs cils noirs. Tantôt c'étaient les yeux humides et ternes du monstre, tels que je les vis pour la première fois dans ma chambre à Ingolstadt. Mon père tâcha d'éveiller en moi les sentiments d'affection. Il me parla de Genève, que je verrais bientôt, d'Élisabeth et d'Ernest, mais ces discours n'avaient d'autre effet que de m'arracher de profonds soupirs. Quelquefois, il est vrai, j'avais le désir du bonheur. Je pensais, avec un plaisir mélancolique, à ma chère cousine, ou bien, dévoré par le mal du pays, j'étais impatient de voir encore une fois le lac azuré et le Rhône rapide qui m'avait été si cher dans les premiers jours de mon enfance. Mais en général, j'éprouvais une apathie telle que la prison me paraissait un séjour aussi agréable que le lieu le plus délicieux de la nature, et ces accès étaient quelquefois interrompus par des redoublements d'angoisse et de désespoir. Dans ces moments, j'aurais voulu mettre fin à une existence qui m'était à charge. Il fallait un soin et une vigilance continuelle pour m'empêcher de me porter à quelque acte affreux de violence. Je me souviens qu'en quittant la prison, j'entendis un homme dire « Il peut être innocent du meurtre, mais il a certainement une mauvaise conscience. » Ces paroles me frappèrent. Une mauvaise conscience. Oui, sans doute, elle l'était. Guillaume, Justine et Clerval devaient la mort à mes machinations infernales. Et quelle mort, m'écriai-je, mettra fin à ces horreurs. Ah, mon père, ne restez pas dans ce malheureux pays. Traînez-moi dans un lieu où je puisse oublier, moi, mon existence et le monde entier. Mon père accéda facilement à ce désir et, après avoir pris congé de M. Kirwin, nous partîmes pour Dublin. Je me sentis comme soulagée d'un poids affreux lorsque le paquebot s'éloigna de l'Irlande. Je me sentis comme soulagée d'un poids affreux lorsque le paquebot s'éloigna de l'Irlande avec un bon vent et que j'eus quitté pour toujours le pays qui avait été pour moi le théâtre de tant de douleurs. Il était minuit, mon père dormait dans la cabine et moi j'étais sur le tillac à contempler les étoiles et à écouter le bruit des vagues. Je perçais des yeux l'obscurité qui cachait l'Irlande à ma vue et sentais mon pouls battre avec la violence de la fièvre en pensant que je reverrais bientôt Genève. Le passé me paraissait comme un songe effrayant. Et pourtant le vaisseau qui me portait, le vent qui m'éloignait du rivage détesté de l'Irlande et la mer qui m'entourait ne m'apprenaient que trop que je n'étais pas trompée par une vision et que Clerval, mon ami et mon cher compagnon, avait été ma victime et celle du monstre que j'avais créé. Je repassais dans ma mémoire tous les événements de ma vie, mon bonheur paisible pendant que j'étais à Genève au sein de ma famille, la mort de ma mère et mon départ pour Ingolstadt. Je me souvins en tremblant de l'enthousiasme insensé qui m'avait excité à créer mon hideux ennemi, et je me rappelais la nuit dans laquelle il reçut la vie. Je ne pus suivre le fil de mes pensées.
je fus accablée de 1000 sentiments divers et je finis par pleurer avec amertume. Depuis que j'étais rétablie de la fièvre, j'avais coutume de prendre chaque soir un peu de laudanum, car ce n'était qu'au moyen de cette potion que je pouvais goûter le repos nécessaire à la conservation de la vie. Accablée par le souvenir de tous mes malheurs, je pris une double dose et bientôt je m'endormis profondément. Mais le sommeil me fit oublier ma misère. Mes rêves me présentèrent une foule d'objets dont je fus effrayée. Vers le matin, je fus attaquée d'une sorte de cauchemar. Je croyais être saisie par le démon qui me pressait le cou sans que je pusse m'en délivrer. Des gémissements et des cris retentissaient à mes oreilles. Mon père, qui veillait sur moi, vit mon agitation, me réveilla et me montra le port de Holyhead, dans lequel nous entrions. Port britannique du pays de Galles, séparé de Dublin par la mer d'Irlande. Chapitre 21. Nous avions résolu de ne pas aller à Londres, mais de traverser le pays jusqu'à Portsmouth, et là de nous embarquer pour le Havre. Le motif principal qui me déterminait à préférer ce plan, c'est que je craignais de revoir ces lieux où j'avais joui de quelques moments de tranquillité avec mon cher Clerval. J'étais surtout saisie d'horreur en pensant que je pourrais rencontrer ces personnes que nous avions coutume de visiter ensemble et qui me questionneraient sur un événement dont le souvenir même renouvelait l'angoisse dont j'avais été déchirée en voyant son corps inanimé dans l'auberge de... Quant à mon père, il bornait ses désirs et ses efforts à me voir revenir à la santé et au calme. Sa tendresse et ses attentions étaient infatigables. Tout son espoir même était de chasser de mon cœur le chagrin et la mélancolie qui s'en étaient entièrement emparés. Quelquefois, il attribuait ma douceur à la honte d'être obligé de répondre à une accusation d'assassinat. Quelquefois, il attribuait ma douleur à la honte d'être obligé de répondre à une accusation d'assassinat, et il tâchait de me prouver la sottise de l'orgueil. Hélas, mon père, disais-je, vous me connaissez peu. Les hommes, leurs sentiments et leurs passions seraient réellement dégradés si un misérable tel que moi se livrait à l'orgueil. Justine, la malheureuse Justine, était aussi innocente que moi-même. Elle a été flétrie de la même accusation. Elle en a été victime, et j'en suis la cause. Je l'ai assassinée. Guillaume, Justine, Henri, ils sont tous morts de ma main. Pendant mon emprisonnement, mon père avait souvent entendu de semblables discours sortir de ma bouche. Lorsque je m'accusais ainsi, il semblait quelquefois désirer une explication et, au moment de la demander, il s'arrêtait en paraissant considérer mes paroles comme l'effet du délire. Il croyait que, pendant ma maladie, quelque idée semblable s'était présentée à mon imagination et que j'en avais conservé le souvenir dans ma convalescence. J'évitais toute explication. Je gardais un silence continuel sur le malheureux que j'avais créé. J'avais un pressentiment qu'on me croirait en démence, et cette crainte enchaînait toujours ma langue lorsque j'aurais donné le monde entier pour avoir un confident du fatal secret. À cette occasion, mon père me dit avec l'expression du plus grand étonnement: « Que voulez-vous dire, Victor? Êtes-vous fou? Mon cher fils, je vous supplie de ne jamais renouveler une pareille accusation. » « Je ne suis pas fou, m'écriai-je avec énergie. Le soleil et les cieux qui ont vu mes opérations attesteront la vérité de ce que je dis. Je suis l'assassin de ces victimes innocentes. Elles doivent la mort à mes machinations. 1000 fois j'aurais versé mon propre sang goutte à goutte pour sauver leur vie. Mais je ne pouvais, mon père. En vérité, je ne pouvais sacrifier toute l'espèce humaine. La conclusion de ce discours eut pour effet de convaincre mon père qu'il y avait du dérangement dans mes idées. Il changea sur le champ le sujet de notre conversation et s'efforça de détourner le cours de mes pensées. Il désirait, autant que possible, effacer le souvenir des événements qui avaient eu lieu en Irlande. Jamais il ne leur faisait allusion.
Jamais il ne me laissait parler de mes malheurs. Avec le temps, je devins plus calme. La douleur avait pris racine dans mon cœur, mais je ne parlais plus de mes crimes avec autant d'incohérence. Les remords me suffisaient. À force de peine et d'efforts, j'étouffais dans mon sein le malheur, dont j'entendais la voix impérieuse et que je désirais moi-même déclarer au monde entier, et mon humeur fut plus calme et plus composée qu'elle ne l'avait jamais été depuis mon voyage à la mer de glace. Nous arrivâmes au Havre le 8 mai, et nous partîmes sur le champ pour Paris, où mon père fut retenu pendant plusieurs semaines par quelques affaires. Je reçus dans cette ville la lettre suivante d'Elisabeth. À Victor Frankenstein, mon très cher ami. J'ai eu le plus grand plaisir en recevant une lettre de mon oncle datée de Paris. Vous n'êtes plus à une distance effrayante, et je puis espérer vous voir dans moins de 15 jours. Mon pauvre cousin, combien vous avez souffert. Je m'attends à vous trouver l'air encore plus triste que quand vous avez quitté Genève. Cet hiver a été bien pénible. J'étais tourmentée par une incertitude affreuse. Cependant, je me flatte que votre physionomie aura plus de calme, que votre cœur ne manquera ni de consolation, ni de tranquillité. Mais je crains que les mêmes sentiments qui vous rendaient si malheureux il y a 1 an ne soient encore dans votre cœur. Je crains même que le temps n'y ait ajouté. Je n'ai pas voulu vous affliger à cette époque où tant de malheurs pesaient sur vous, mais une conversation que j'ai eue avec mon oncle au moment de son départ me force à désirer une explication avant de nous revoir. Une explication, direz-vous peut-être, quelle est l'explication dont Elisabeth peut avoir besoin? Si vous le dites réellement, vous avez répondu à mes questions. Je n'ai plus qu'à signer votre affectionnée cousine, mais vous êtes loin de moi, et il est possible que cette explication soit à la fois pour vous un sujet de crainte et de désir. Dans cette dernière supposition, je n'ose plus tarder à écrire ce que, pendant votre absence, j'ai souvent voulu vous exprimer sans avoir jamais eu le courage de commencer. Vous savez bien, Victor, que notre union a toujours été le projet favori de vos parents depuis notre enfance. On nous l'a dit dans notre jeunesse, on nous a appris à compter sur cette union comme sur un événement infaillible. Pendant notre enfance, nous étions bons camarades de jeu et, je crois, amis chers et précieux l'un à l'autre à mesure que nous avancions en âge. Mais, comme un frère et une sœur éprouvent souvent l'un pour l'autre une vive affection, sans désirer une union plus intime, ne serait-il pas possible que le même sentiment existât entre nous? Dites-moi, mon cher Victor, répondez-moi avec franchise, je vous en conjure, au nom de notre bonheur mutuel, n'en aimez-vous pas une autre? Vous avez voyagé, vous avez passé plusieurs années de votre vie à Ingolstadt, et je vous l'avoue, mon ami, lorsque je vous vis l'automne dernier, si malheureux, et fuyant dans la solitude toute société, je n'ai pu m'empêcher de penser que vous redoutiez notre union et que vous vous regardiez comme engagé d'honneur à répondre aux désirs de vos parents, quoiqu'ils s'opposent eux-mêmes à vos inclinations. Ce serait mal raisonné. Je vous avoue, mon cousin, que je vous aime et que, dans mes rêves d'avenir, vous avez toujours occupé une bien grande place. Mais je veux votre bonheur autant que le mien, et je dois déclarer que notre mariage me rendrait éternellement malheureuse s'il n'était pas le résultat d'un choix libre de votre part. À présent même, je pleure en pensant que, accablé comme vous l'êtes par les plus cruelles infortunes, vous pouvez sacrifier à ce qu'on appelle honneur tout espoir de cet amour et de ce bonheur qui seul pourrait vous rendre à vous-même. Moi qui ai pour vous une véritable affection, une affection qui repose sur tant d'intérêts, j'augmenterai vos malheurs en m'opposant à vos désirs. Ah, Victor, soyez assuré que votre cousine et compagne a pour vous un amour trop sincère pour que cette idée ne la rende pas malheureuse. Soyez heureux, mon ami. Et si vous exaucez cette prière, soyez persuadé que rien sur la terre ne pourra interrompre ma tranquillité.
Que cette lettre ne vous afflige pas. N'y répondez ni demain, ni après-demain, ni même avant votre arrivée si elle vous cause de la peine. Mon oncle m'enverra des nouvelles de votre santé et, lorsque nous nous reverrons, si j'aperçois seulement sur vos lèvres un sourire qui ait pour motif cette lettre ou tout autre objet qui me touche, je n'aurai pas besoin d'autre bonheur. Elisabeth Lavenza, Genève, 18 mai 1700. Cette lettre rappela ce que j'avais oublié depuis quelque temps, la menace du démon. Je serai avec toi la nuit de ton mariage. Telle était ma sentence. Dans cette nuit, le démon emploierait tous les moyens pour me détruire et me priver de cette lueur de bonheur qui promettait de me consoler en partie de mes souffrances. Dans cette nuit, il avait résolu de consommer ses crimes par ma mort. Et bien tant mieux. Nous engagerions certainement alors un combat affreux. S'il était victorieux, je reposerais en paix et cesserais d'être soumis à son pouvoir. S'il était vaincu, je serais libre. Hélas, quelle liberté! Elle serait semblable à celle du paysan qui a vu massacrer sa famille, brûler sa chaumière et dévaster ses terres. Il erre au hasard, sans asile, sans ressources, et solitaire, mais libre. Telle serait ma liberté, si ce n'est que mon Élisabeth était un trésor disputé, malheureusement, par l'horreur du remords et du crime qui me poursuivrait jusqu'à la mort. Douce et chère Élisabeth, je lus et relus sa lettre et sentis dans mon cœur quelques émotions plus douces, et j'osais me bercer de vains rêves d'amour et de bonheur. Mais la pomme était déjà mangée, et le bras de l'ange était levé pour m'annoncer que tout espoir était anéanti. Qu'importe, je mourrais pour la rendre heureuse. Car si le monstre était fidèle à sa menace, je ne pouvais éviter la mort. Était-il vrai, cependant, que mon mariage dût hâter ma destinée? Ma fin arriverait, sans doute, quelques mois plus tôt, mais si mon persécuteur pensait que ces menaces fussent la cause de mes retards, il ne manquerait pas de trouver d'autres moyens de vengeance peut-être plus terribles. Il avait fait vœu d'être avec moi la nuit de mon mariage, sans se croire enchaîné par cette menace jusqu'au jour fixé pour ce mariage. Ne m'avait-il pas en effet prouvé qu'il n'était pas encore rassasié de sang en assassinant Clerval aussitôt après qu'il eut prononcé ces menaces? Mon parti fut pris. Si mon union immédiate avec ma cousine devait faire son bonheur ou celui de mon père, je ne retarderais pas d'un seul moment le dessein de mon ennemi contre ma vie. Dans cet état d'esprit, j'écrivis à Élisabeth ma lettre, était calme et affectionnée. Je crains, ma chère amie, disais-je, qu'il ne nous reste que peu de bonheur sur la terre, et c'est sur vous que j'ai concentré tout celui dont je pourrais jouir un jour. Chassez vos craintes inutiles. C'est à vous seul que je consacre ma vie. Votre bonheur est le seul but de mes efforts. J'ai un secret, Élisabeth, un secret affreux. Lorsque vous le connaîtrez, vous serez glacée d'horreur et, alors, loin d'être surprise de ma douleur, vous vous étonnerez seulement que je survive à mes souffrances. Je vous révélerai ce mystère de douleur et d'effroi le lendemain de votre mariage, car mon aimable cousine, il faut qu'il y ait entre nous une confiance entière. Mais jusque-là, je vous en conjure, ne m'en parlez pas, n'y faites point allusion. Je vous en supplie avec ardeur, et je sais que vous y consentirez. Une semaine environ après l'arrivée de la lettre d'Élisabeth, nous retournâmes à Genève. Ma cousine m'accueillit avec une tendre affection, mais ne put retenir ses larmes en voyant la maigreur de mon corps et la pâleur de mes joues. Je fus aussi frappée d'un changement dans sa personne. Elle avait perdu de son embonpoint et de cette aimable vivacité qui m'avait auparavant charmée. Mais sa douceur et ses regards pleins de compassion la rendaient plus propre à devenir la compagne d'un être malheureux et accablé comme je l'étais. Cette tranquillité ne fut pas de longue durée. Mes souvenirs portaient le trouble dans mon esprit et, en pensant aux événements passés, je tombais dans une véritable démence. Tantôt j'étais furieux et écumant de rage, tantôt calme et abattu.
Je ne disais et ne distinguais rien, et je restais sans mouvement, étourdi par la multitude de chagrins qui m'accablaient. Élisabeth seule avait le pouvoir de me tirer de ces accès. Sa douce voix me calmait lorsque j'étais transportée de fureur et m'aspirait des sentiments humains lorsque je tombais dans l'anéantissement. Elle pleurait avec moi et pour moi. Dès que je revenais à la maison, elle me faisait des remontrances et tâchait de me porter à la résignation. Ah, le malheureux peut se résigner, mais le coupable ne peut goûter de repos. Les remords empoisonnent le plaisir qu'on pourrait trouver à s'abandonner à l'excès du chagrin. Bientôt après mon arrivée, mon père parla de mon prochain mariage avec ma cousine. Je gardai le silence. Avez-vous donc un autre attachement? Aucun sur la terre. J'aime Élisabeth, et j'envisage notre union avec délice. Que le jour en soit donc fixé, et alors je me consacrerai, dans la vie ou dans la mort, au bonheur de ma cousine. Mon cher Victor, ne parlez pas ainsi. De grands malheurs ont pesé sur nous, mais ne nous en attachons que plus à ceux qui restent, et reportons sur ceux qui survivent l'amour que nous avions pour ceux que nous avons perdus. Notre cercle sera étroit, mais resserré par les nœuds de l'affection et d'un malheur mutuel. Et lorsque le temps aura adouci votre désespoir, de nouveaux objets d'un tendre soin naîtront pour remplacer ceux dont nous avons été si cruellement privés. Telles étaient les leçons de mon père, mais le souvenir de la menace ne pouvait me quitter. Aussi ne devez-vous pas vous étonner que, connaissant la toute-puissance du démon dans le crime, je le jugeasse invincible. Bien plus, l'ayant entendu prononcer ces mots, je serai avec toi la nuit de ton mariage. Je ne doutais pas un instant que mon sort ne fût inévitable. Mais la mort n'était pas un mal pour moi auprès du malheur de perdre Élisabeth. Je convins donc avec mon père, d'un air content et même gai, que, si ma cousine y consentait, la cérémonie aurait lieu dans 10 jours, et mettrait ainsi, comme je l'imaginais, le sceau à ma destinée. Grand Dieu! Si j'avais pensé un instant à l'intention infernale qui animait le démon, je me serais exilée pour toujours de ma patrie, et j'aurais erré sur la terre, repoussée et sans amis, plutôt que de consentir à ce malheureux mariage. Mais, comme par un pouvoir magique, le monstre m'avait aveuglée sur ses véritables intentions, et lorsque je croyais ne préparer que ma mort, je hâtais celle d'une victime bien plus chère. En approchant de l'époque fixée pour notre mariage, soit lâcheté ou pressentiment, je fus trahi par ma force. Je cachais mon état sous une apparence de gaieté qui faisait régner le sourire et la joie sur le visage de mon père, mais qui trompait à peine l'œil vigilant et plus pénétrant d'Élisabeth. Elle envisageait notre union avec une douce satisfaction, mais non sans quelque mélange de crainte. Nos malheurs passés lui inspiraient de justes inquiétudes. Notre bonheur, qui paraissait alors sûr et prochain, ne pouvait-il pas se dissiper bientôt comme un rêve et ne laisser d'autres traces qu'un regret profond et éternel? On fit les préparatifs pour la cérémonie. Nous reçûmes les visites de félicitations et tout prit un aspect riant. J'éloignais de mon cœur autant que possible l'inquiétude qui s'en emparait, et j'entrais, avec une ardeur apparente, dans les plans de mon père, qui n'était cependant que le décor de la tragédie dont j'étais le héros. On acheta une maison près de Colonie, où nous pourrions jouir des plaisirs de la campagne. Cette habitation était toutefois assez près de Genève pour nous permettre de voir tous les jours mon père, qui voulait encore demeurer dans la ville à cause d'Ernest, dont les études devaient être suivies. En même temps, je pris toutes les précautions pour me défendre, dans le cas où le démon m'attaquerait ouvertement. Je portais constamment avec moi des pistolets et un poignard, et j'étais toujours sur mes gardes en cas de surprise. De cette manière, je devins plus tranquille. Je dois dire aussi que l'approche du moment contribuait à cette tranquillité. La menace ne me parut plus
qu'une illusion qui n'était pas de nature à troubler mon repos, tandis que le bonheur, dont mon mariage me donnait l'espoir, présentait une plus grande apparence de certitude à mesure que nous approchions du jour fixé pour le célébrer. J'entendais continuellement parler de notre union comme d'un heureux événement auquel rien ne pourrait s'opposer. Élisabeth paraissait heureuse. Ma tranquillité apparente contribuait fortement à calmer son esprit, mais le jour où je devais accomplir mes vœux et ma destinée, elle fut mélancolique et saisie d'un pressentiment douloureux. Peut-être aussi pensait-elle au secret affreux que j'avais promis de lui révéler le lendemain. Cependant, mon père était dans l'enchantement et occupé des préparatifs. Il ne voyait dans la tristesse de sa nièce que la timidité d'une nouvelle mariée. Après la cérémonie, beaucoup de monde se rassembla chez mon père, mais il fut convenu qu'Élisabeth et moi passerions l'après-midi et la nuit à Évian et que nous retournerions à Colonie le lendemain matin. Le temps était beau et le vent favorable. Nous résolûmes d'aller par eau. Ces moments furent les derniers de ma vie où je connus quelque bonheur. Nous allions avec rapidité. Le soleil était chaud, mais nous étions à l'abri de ses rayons sous une espèce de dais qui ne nous empêchait pas de jouir de la beauté du site. Tantôt, d'un côté du lac, nous avions en vue le mont Salève, les collines agréables de Montalegre et, un peu plus loin, plus élevé que tout le reste, le superbe Mont Blanc et la chaîne de montagnes couvertes de chênes qui s'efforcent en vain de l'égaler. Tantôt, en longeant la rive opposée, nous avions la vue du redoutable Jura opposant son flanc noir à l'ambitieux qui aurait voulu abandonner sa patrie et une barrière presque insurmontable au conquérant qui aurait voulu la servir. Je pris la main d'Élisabeth. « Vous êtes triste, mon ami. Ah, si vous saviez ce que j'ai souffert, et ce que je puis encore souffrir, vous tâcheriez de me faire goûter le repos et vous feriez succéder au désespoir la sécurité dont ce seul jour me permet, du moins, de jouir. »« Soyez heureux, mon cher Victor, répondit Élisabeth. Rien, j'espère, ne doit vous affliger, et soyez sûr que si mon visage n'a pas l'expression d'une joie vive, mon cœur, du moins, ressent une profonde satisfaction. Un secret pressentiment m'avertit de ne pas trop m'abandonner à l'avenir qui se présente devant moi. Mais je n'écouterai pas une voix si sinistre. Voyez avec quelle vitesse nous avançons, et combien les nuages, qui tantôt obscurcissent le temps, tantôt s'élèvent au-dessus du dôme du Mont Blanc, ajoutent à la beauté de cette vue si intéressante. Regardez aussi les innombrables poissons qui nagent dans cette eau limpide, au fond de laquelle nous pouvons distinguer chaque caillou. Quel jour délicieux! Comme toute la nature paraît heureuse et paisible. Élisabeth tâchait, par ses discours, de reporter son esprit et le mien sur des sujets moins tristes, mais elle ne pouvait maîtriser ses dispositions. Par moments, la joie brillait dans ses yeux, mais elle retombait continuellement dans ses distractions et ses rêveries. Le soleil se penchait vers l'horizon. Nous passâmes la rivière de la Drance, dont le cours suit les vallées des plus hautes montagnes et les sinuosités des collines les moins élevées. Dans cet endroit, les Alpes sont plus près du lac. Nous approchions de l'amphithéâtre des montagnes qui le borne à l'est et le clocher d'Évian brillait au milieu des bois qui l'entourent, sous la chaîne de montagnes qui le domine. Le vent qui, jusque-là, nous avait portés avec une étonnante rapidité, changea au coucher du soleil en une brise légère. Le zéphyr ne faisait que rider la surface de l'eau et agitait agréablement les arbres qui bordent le rivage et dont les fleurs exhalaient l'odeur la plus délicieuse. Le soleil avait disparu de l'horizon lorsque nous abordâmes. À peine avais-je mis le pied sur le rivage que je me sentis tourmentée par ces inquiétudes et ces craintes qui allaient bientôt m'environner et s'attacher à moi pour toujours. Et c'est la fin du chapitre 21.
Décidément, nous arrivons vers la fin de Frankenstein. Plus qu'une ou deux lectures. Allez, je vous chante une petite chanson. La chanson de Maxence, des Demoiselles de Rochefort. Que je connais, mais je préfère prendre les paroles parce que j'ai peur des défaillances de ma mémoire. Une bière pour Monsieur Maxence. Alors, il l'a trouvée? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu? Son idéal féminin. Il l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose. Il l'a peint, paraît-il. C'est un peintre poète. Il fait son service ici. L'idéal féminin, nous le cherchons tous, il n'est pas le seul. Soyez pas triste, Monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins. Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Manille encore. De Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dans ce temps rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est sa vie, mais à quoi bon rêver? Il l'a cherché partout, il ne l'a pas trouvée. Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi. C'est un joli portrait, mais je ne vois pas ça dans mon entourage. Je suis allée trop bas. Je l'ai pas prise au bon niveau. C'est pas grave. Vous voyez, ça me rend toujours le sourire, même cette chanson. Cette chanson qui, avec la chanson de Simon et la chanson d'Yvonne, je les trouve plus tristes. Voilà. J'étais en train de réfléchir s'il y avait d'autres chansons que je trouvais tristes. Je ne sais pas. Comme ça, j'ai du mal à
à faire le tour des Demoiselles de Rochefort. Néanmoins, j'avance et vous les aurez toutes. À un moment ou à un autre, je les aurai toutes chantées. C'est comme ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.